À l'aube, alors qu'un pays plongé depuis des années dans l'obscurité vacille encore sous les coupures, d'imposants convois surgissent et brisent la routine électrique. Deux dynamiques opposées, un réseau affaibli et des machines escortées, avancent désormais côte à côte, projetant une tension inattendue au cœur du Burkina Faso. Que signifie vraiment cette irruption pour celles et ceux qui scrutent l'avenir énergétique sous la silhouette déterminante d'Ibrahim Traoré ? Une ligne se déplace, furtive, prête à s'ouvrir. Ce récit propose de suivre, avec précision et sans spéculation inutile, la logique réelle qui relie l'apparition de ces convois silencieux à une possible réorientation énergétique du Burkina Faso. L'enjeu central tient en une promesse claire. Comprendre comment un pays fragilisé par des années de pénurie peut entrevoir une stabilité durable grâce à une succession de signaux matériels. Cette enquête s'attache à démonter méthodiquement ce que ces mouvements impliquent pour les infrastructures, les secteurs essentiels et les zones déjà touchées par l'instabilité chronique. Elle mettra également en lumière les risques. Absence de communication officielle, incertitude technique, interprétation géopolitique qui se superposent au terrain. Mais un élément domine, la convergence répétée entre les convois, les zones restreintes et les accords énergétiques antérieurs. Ce tissage d'indices crée un point de bascule potentiel, où l'espoir d'un réseau renforcé côtoie la crainte d'une transformation mal comprise. L'objectif est donc simple, décrypter, étape par étape, ce que ces mouvements peuvent réellement annoncer pour l'avenir énergétique du pays. Les premiers indices concrets sont apparus lorsqu'un même quartier, en moins d'une semaine, a vu passer plus de 12 convois transportant des machines lourdes, révélant une récurrence impossible à attribuer à une simple opération locale. Cette répétition, filmée à différents moments du jour, constitue le premier décalage mesurable entre l'immobilité énergétique habituelle et un mouvement logistique inhabituel. À partir de là, le contexte prend une profondeur nouvelle. Le Burkina Faso traverse depuis longtemps une crise électrique aiguë. Moins d'un quart de la population dispose d'une alimentation réellement stable, entraînant des journées rythmées par les générateurs et des activités constamment interrompues. Cette fragilité structurelle a façonné non seulement la vie quotidienne, mais aussi la perception collective de toute intervention technique. Dans un paysage où chaque réparation est généralement annoncée, comment interpréter l'arrivée de machines escortées, introduites sans communiquer, sans conférence, sans explication ministérielle ? Les témoignages se sont multipliés. Chacun décrivant non seulement le passage des convois, mais aussi la manière dont les routes étaient brièvement fermées, comme si chaque déplacement répondait à un protocole précis. Des zones auparavant ouvertes au public sont devenues restreintes, des portails ont été scellés et des sites ont vu apparaître des périmètres renforcés sans annonce préalable. À mesure que ces images circulaient, le fil narratif s'est déplacé. Pour beaucoup, ces signaux correspondaient désormais à la chronologie des accords énergétiques conclus avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025. C'est dans ce glissement que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît, non par une prise de parole directe sur le nucléaire, mais par l'écho de ses déclarations antérieures portant sur la souveraineté technologique. Son silence, tout comme celui des institutions, est devenu un élément interprétatif en soi, une manière de protéger les avancées contre les pressions extérieures, ou pour d'autres, un indice d'un projet trop sensible pour être dévoilé. Ainsi, le contexte mêle frémissements citoyens, signaux logistiques et cadres géopolitiques latents, tissant un environnement où chaque détail compte. Pour saisir comment ces mouvements discrets ont été ressentis sur le terrain, il faut suivre ceux qui vivent chaque jour les limites d'un réseau instable. Un technicien de quartier à Ouagadougou raconte que le passage d'un convoi à l'aube n'avait rien d'une intervention ordinaire. Il décrit la fermeture temporaire de la rue, le bruit grave des remorques et la coordination minutieuse de l'escorte, comme si l'ensemble répondait à un calendrier serré plutôt qu'à une simple opération de maintenance. Ce moment, selon lui, ne ressemblait à rien de connu. Il rappelait moins une réparation locale qu'une étape soigneusement programmée vers un objectif plus vaste.
Plus loin, une commerçante d'une zone périphérique évoque un autre épisode survenu au crépuscule. Elle a vu avancer une file de conteneurs scellés, silencieux, accompagnés de véhicules aux vitres opaques. Pour elle, habituée aux coupures qui interrompent ses journées sans prévenir, ce convoi a représenté une rupture dans l'immobilité habituelle. Non pas une preuve, mais un signe, une possibilité, une raison d'imaginer que la répétition des pannes pourrait un jour s'atténuer. Ces deux récits, bien qu'ordinaires en apparence, traduisent une transformation subtile. Bien avant qu'une déclaration officielle n'émerge, les habitants ont perçu un frémissement, comme si le pays se déplaçait lentement hors du cadre figé qui l'enfermait depuis des années. La question implicite se dessine alors, simple et tranchante. Si quelque chose commence à changer, que peut-on réellement en attendre ? L'activation commence sans avertissement. Les premiers convois apparaissent à des heures où l'on ne transporte jamais de matériel lourd. La route s'ouvre, puis se referme. Un silence administratif total accompagne chaque passage. La rupture est nette. Pas d'annonce, pas de communiqué, pas de ministre pour expliquer l'opération. À mesure que les jours avancent, la scène se répète. L'aube révèle des silhouettes métalliques. Le crépuscule en montre d'autres. Parfois même la nuit. Rien ne diminue, rien ne ralentit. La cadence glisse vers une forme de régularité qui ne ressemble pas au chaos habituel du réseau. C'est ici que la montée commence. Les sites se transforment, des périmètres sont délimités à la hâte, des portails se ferment, des zones autrefois ordinaires deviennent soudain restreintes. Personne n'explique pourquoi. Les vidéos tournées par les habitants montrent des angles différents, mais un même motif. Machines escortées, conteneurs scellés, véhicules aux vitres opaques. Le silence officiel agit comme un amplificateur. Il ne nie rien, il ne confirme rien, il laisse tout en suspens. Et c'est précisément ce vide qui alimente la lecture des événements. Les accords avec Rosatom, signés en 2023 puis consolidés en 2025, deviennent un repère interprétatif. Un fil qui relie ce que l'on voit à ce que l'on sait déjà. Les convois semblent parfaitement s'inscrire dans cette chronologie. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un alignement trop propre pour être ignoré. Dans cette montée progressive, une figure revient dans les discussions, Ibrahim Traoré. Pas parce qu'il commande directement les convois, mais parce que ses déclarations antérieures sur la souveraineté technologique servent désormais de grille de lecture. Chaque silence institutionnel est perçu comme un choix. Chaque mouvement escorté comme une confirmation implicite d'une stratégie longuement préparée. Puis vient la phase des répercussions. Les habitants changent leur façon de regarder la rue. Les techniciens remarquent des circuits déviés pour faciliter le passage. Des commerçants observent des véhicules qui attendent plusieurs minutes avant d'avancer, comme si une chorégraphie invisible guidait chaque geste. Le pays entre dans une forme d'alerte calme. Quelque chose évolue, même si personne ne sait encore comment l'interpréter. Sur les réseaux, les vidéos se multiplient, les commentaires oscillent entre prudence et espoir. Certains redoutent une dérive. D'autres y voient la première étape d'un rééquilibrage énergétique nécessaire. Le terme basculement apparaît de plus en plus souvent. Les observateurs extérieurs s'en mêlent. Les analystes régionaux notent l'émergence de zones surveillées. Les diplomates décrivent une trajectoire structurée. Les partenaires étrangers parlent de prépositionnement. Rien n'est confirmé, mais chaque entité semble lire la même séquence. Enfin, la répétition elle-même devient message. Ce n'est plus une suite d'incidents isolés. C'est une séquence cohérente. Une activation suivie d'une montée. Une montée qui crée des répercussions. Une mécanique qui avance sans discours, mais avec constance. Et sous cette mécanique, une question grandit, précise, presque urgente. Si ces mouvements s'inscrivent réellement dans une préparation énergétique majeure, à quelle vitesse le pays bascule-t-il vers son prochain stade ? Le pays part d'un socle extrêmement fragile. Moins d'un quart de la population bénéficie d'une alimentation électrique réellement stable, un baseline qui explique la vulnérabilité généralisée. Cette donnée pose immédiatement l'enjeu. Toute variation, même minime, peut produire un delta perçu comme majeur dans la vie quotidienne. Premier repère chiffré, moins de 25% d'accès fiable. Cette proportion signifie qu'une majorité dépend encore d'alternatives précaires pour fonctionner au jour le jour. 11 mots.
À ce niveau, la crise ne se mesure pas seulement en pourcentage, mais en chaîne de conséquences. Fermeture d'ateliers, hôpitaux suspendus à des générateurs fragiles, écoles rurales limitées aux heures d'ensoleillement. Le chiffre expose la profondeur structurelle du déficit énergétique, mais aussi l'importance de tout signal logistique susceptible d'annoncer une transformation. Il montre pourquoi l'apparition de convois lourds n'est jamais interprétée comme un simple mouvement technique. Deuxième repère chiffré. 3 habitants sur 4 dépendent encore de solutions temporaires. Ce ratio décrit un pays où la continuité énergétique reste un privilège instable plutôt qu'un service garanti. 12 mots. Cette dépendance massive façonne la perception publique. Dans un environnement aussi contraint, l'arrivée de machines escortées à l'aube ou au crépuscule devient un événement d'autant plus visible qu'il s'inscrit en rupture avec la routine des coupures. Les habitants ne s'arrêtent pas aux formes. Ils comparent ce qu'ils voient à ce qu'ils vivent et l'écart nourrit un sentiment que quelque chose de plus vaste pourrait être en cours. Troisième repère chiffré. Plus d'une douzaine de convois observés en une semaine. Cette cadence crée un schéma logistique incompatible avec de simples réparations ponctuelles. 12 mots. Lorsque les témoins ont filmé ces passages successifs, l'agrégation des images a révélé un motif répétitif. Même type d'escorte, mêmes heures atypiques, même zone restreinte. L'aspect quantifiable est crucial. Il transforme des impressions isolées en séquences cohérentes. Rien n'indique officiellement la nature des installations, mais le volume et la régularité des mouvements dépassent les paramètres habituels du réseau. Ces 3 repères, un accès fiable inférieur à un quart, une dépendance majoritaire aux solutions provisoires et une fréquence inédite de convois dessinent un faisceau convergent. Aucun chiffre ne prouve à lui seul une mutation énergétique, mais l'ensemble construit une dynamique mesurable. Le pays semble ne plus seulement gérer un manque, il amorce silencieusement un déplacement structurel. Les analystes lient ces évolutions à la chronologie existante des accords énergétiques, notamment ceux conclus en 2023, puis renforcés en 2025. Dans cette lecture, les convois ne constituent pas une anomalie, mais une étape préparatoire compatible avec un calendrier antérieur. Le silence officiel demeure, mais les données objectives encadrent l'interprétation. Une base extrêmement faible, un delta logistique visible et une intensité inhabituelle dans le mouvement des équipements. Ainsi, la dimension quantitative clarifie ce que les témoignages illustrent déjà. Un pays en tension entre fragilité persistante et signaux de transformation, où chaque chiffre, même prudent, contribue à préciser la trajectoire. Les partisans de la transformation énergétique avancent d'abord un argument central. La répétition de convois lourds, escortés et silencieux ne correspond à aucune des améliorations mineures habituellement déployées dans le pays. Dans un environnement où chaque installation solaire ou thermique fait l'objet d'annonces publiques, cette montée logistique et apparaît comme le premier indice tangible d'un effort d'envergure. Ils rappellent également que les accords conclus avec Rosatom en 2023 puis consolidés en 2025 prévoient précisément des travaux préparatoires difficiles à les percevoir avant qu'ils ne soient pleinement opérationnels. Pour eux, l'alignement temporel entre ces signatures et les mouvements récents constitue un faisceau cohérent. Un second argument s'appuie sur les transformations visibles des sites. Périmètre renforcé, accès restreint, fermeture soudaine d'espaces auparavant ouverts. Ces changements, observés dans différentes zones, suggèrent l'existence d'un calendrier structuré dépassant la simple maintenance. La constance et la discrétion de ces opérations alimentent l'idée d'une préparation lourde, nécessaire à toute installation, exigeant une coordination interinstitutionnelle. Face à cette lecture optimiste, les sceptiques opposent 2 réserves majeures. La première concerne l'absence totale de communication officielle. Dans un état où les avancées énergétiques sont d'ordinaire annoncées publiquement, ce silence suscite des inquiétudes. Pourquoi un projet si visible resterait-il sans explication ? La seconde objection renvoie aux implications géopolitiques. Certains observateurs soulignent que des matériaux proviennent de routes détournées, que des ingénieurs étrangers auraient été aperçus près de zones restreintes, et que des discussions internationales évoquent désormais l'existence de fondations inhabituelles. Pour eux, ces éléments génèrent davantage de questions qu'ils n'apportent de certitude. La réponse à ces critiques doit rester ancrée dans les faits. Ni les vidéos d'habitants,
ni les dispositifs observés ne prouvent une intention militaire ou une dérive technologique. De même, l'absence de communication, bien que déroutante, n'est pas incompatible avec une volonté de protéger des travaux sensibles des pressions extérieures. Ce qui demeure concret, en revanche, est la répétition méthodique des convois et la modification visible des sites, deux éléments attestés par de multiples témoins. Tout bascule en silence. Ce moment marque l'instant où les indices épars cessent d'être de simples anecdotes pour devenir un schéma lisible. Les images satellites évoquées dans des cercles restreints montrent des clairières nouvelles, des tracés inhabituels et des périmètres renforcés qui ne correspondent à aucun projet solaire ou thermique annoncé. Le glissement est net. Ce qui paraissait hypothèse devient possibilité structurée. La lecture internationale change aussitôt. Les commentateurs africains emploient désormais un vocabulaire autrefois jugé trop audacieux. Travaux préparatoires, mise en scène prénucléaire, réalignement stratégique. Les partenaires régionaux observent, les diplomates spéculent, les puissances extérieures interrogent la portée du mouvement. Au centre des interprétations, la posture d'Ibrahim Traoré prend une nouvelle dimension. Ses déclarations sur la souveraineté, jusque-là générale, deviennent une clé de compréhension implicite. Son silence semble accompagner la progression des convois, comme si la stratégie s'exprimait par l'action plutôt que par le discours. À ce stade intermédiaire, la question n'est plus de savoir si quelque chose se prépare, mais à quel rythme le changement avance et combien de temps il faudra avant que le pays n'en mesure pleinement les effets. Les mouvements observés au cours des dernières semaines modifient déjà la perception intérieure du pays, bien avant toute confirmation institutionnelle. Pour les citoyens, habitués à vivre au rythme des coupures, les convois escortés représentent plus qu'une curiosité. Ils suggèrent de la possibilité d'une accalmie dans un quotidien marqué par l'incertitude. Les vidéos partagées sur les réseaux témoignent d'un mélange d'espoir prudent et de vigilance, comme si chacun évaluait silencieusement les effets potentiels d'une transition encore invisible. Dans les quartiers les plus touchés, certains habitants imaginent ce que signifierait une réduction progressive des pannes, des soirées éclairées, des activités stables, un répit dans une routine longtemps figée. Pour les entreprises, les conséquences apparaissent plus immédiates. Chaque coupure d'électricité est une perte brute, production stoppée, clients qui partent, machines qui redémarrent difficilement. L'arrivée de convois lourds, la création de périmètres scellés et le renforcement des sites techniques réorientent leur anticipation. Les commerces qui ajustent leurs horaires à la disponibilité du courant entrevoient l'hypothèse d'un environnement plus prévisible. Les petits ateliers, qui survivent grâce à des générateurs instables, imaginent l'impact d'une alimentation plus continue. Même sans certitude, ces acteurs réévaluent leurs perspectives, comme si les signaux logistiques redessinaient déjà les conditions de leur résilience. Du côté de la diplomatie extérieure, les répercussions sont plus abruptes. Les partenaires occidentaux analysent chaque indice, sites sécurisés, fondations inhabituelles, mouvements coordonnés, comme le signe potentiel d'un rééquilibrage énergétique majeur dans le Sahel. Les discussions internationales évoquent une trajectoire capable de modifier l'équilibre régional si elle se confirmait. Les rapports internes se multiplient et le terme stratégique revient avec insistance. La figure d'Ibrahim Traoré, souvent citée dans ses analyses, devient un pivot interprétatif, non pas pour ce qu'il déclare, mais pour ce que son silence discipliné laisse entrevoir. Enfin, pour les voisins sahéliens, la lecture varie selon leurs propres priorités. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans une coopération étroite avec Ouagadougou, voient dans ces évolutions la possibilité d'un bloc régional plus autonome, moins dépendant d'infrastructures extérieures fragiles. Ils y lisent d'un potentiel de stabilisation élargi. A l'inverse, le Ghana et la Côte d'Ivoire adoptent une position plus prudente. Ils s'inquiètent de l'apparition possible de déséquilibres ou de vulnérabilités nouvelles si un pays enclavé obtenait soudain une capacité énergétique avancée. Ces divergences reflètent la portée régionale des signaux observés. Au-delà des convois, c'est la carte du Sahel qui pourrait se redessiner. Dans ces 4 dimensions, une constante demeure. Aucune donnée isolée n'est suffisante pour définir l'avenir, mais l'ensemble des indices forme une dynamique cohérente, où attentes internes, inquiétudes extérieures et stratégies silencieuses
convergent déjà vers des conséquences tangibles. À ce stade, la trajectoire reste ouverte. Les signaux visibles permettent d'esquisser 3 scénarios possibles. Chacun éclairant une manière différente d'interpréter le mouvement en cours. Ils ne prédisent rien, mais offrent un cadre pour comprendre comment la situation pourrait évoluer si les tendances actuelles se maintiennent, s'accélèrent ou se tendent. Scénario de base, la consolidation silencieuse. Si le rythme des convois demeure stable, sans accélération notable, le pays pourrait entrer dans une phase de renforcement progressif des infrastructures. Les périmètres restreints continueraient de se multiplier, les fondations visibles s'étendraient étape par étape, et les opérations logistiques se poursuivraient sans discours officiel. Les partenaires extérieurs observeraient la situation avec prudence, privilégiant des analyses internes plutôt que des déclarations publiques. À l'intérieur, les citoyens interpréteraient chaque nouveau mouvement comme une confirmation implicite d'un chantier en cours. Le changement resterait mesuré, mais constant, créant une tension contrôlée entre attente et ambiguïté. Scénario optimiste, la stabilisation accélérée. Si les signaux déjà observés s'accompagnent d'un renforcement parallèle du réseau existant, alors certaines zones pourraient percevoir une amélioration tangible. Les hôpitaux réduiraient leur dépendance aux générateurs, les commerces ajusteraient moins leurs horaires et les villages verraient diminuer la fréquence des coupures. Dans la région, le Mali et le Niger soutiendraient publiquement cette dynamique, y voyant le début d'un bloc sahélien plus autonome. L'atmosphère intérieure se transformerait progressivement, portée par un mélange de soulagement et d'anticipation. Scénario pessimiste. La montée des tensions. Si le silence officiel persiste pendant que la cadence des convois s'intensifie, les inquiétudes internationales pourraient croître. Les discussions diplomatiques se durciraient, les bruits autour d'un réalignement stratégique gagneraient en visibilité et la pression extérieure s'accentuerait. À l'intérieur, rumeurs et spéculations occuperaient l'espace laissé vacant par l'absence d'informations. Les critiques y verraient être une source d'opacité, tandis que les partisans interpréteraient ce même silence comme une preuve de discipline stratégique. L'incertitude deviendrait alors la force dominante de la conversation publique. Dans les 3 cas, une recommandation s'impose. Restez attentifs aux séquences, non aux impressions isolées, car c'est la cohérence des mouvements, plus que leur rythme, qui révélera la véritable direction du pays. Pour les jeunes, ces mouvements silencieux résonnent comme une ouverture inespérée. Beaucoup ont grandi dans l'incertitude énergétique entre révision écourtée, connexion interrompue et soirée dépendante d'une bougie ou d'un générateur instable. L'idée qu'une stabilisation progressive puisse émerger transforme déjà leur manière de se projeter. Moins de contraintes quotidiennes, plus de régularité pour étudier, davantage de confiance dans la possibilité de poursuivre un projet personnel ou collectif. Même sans confirmation officielle, ils interprètent ces signaux comme la promesse d'un horizon moins fragile. Pour les petites entreprises, l'effet est immédiat. Chaque coupure représente un coût, une opportunité perdue, une fatigue supplémentaire pour maintenir des activités fragilisées par la variabilité du réseau. Les convois escortés, les zones restreintes et les infrastructures en mutation n'offrent pas une garantie, mais ils modifient la perception du possible. Les ateliers envisagent ce que signifierait une alimentation plus stable, machines fonctionnant sans redémarrage incessant, stock mieux géré, horaires élargis. Même une réduction partielle des pannes change déjà la manière dont ces acteurs évaluent leur propre marge de survie. Pour les services publics, l'enjeu se situe à un autre niveau. Hôpitaux, écoles, administrations locales fonctionnent à la limite, obligés d'improviser face aux défaillances récurrentes. Une trajectoire d'amélioration, même discrète, redéfinirait leur capacité à planifier, à sécuriser des services essentiels et à réduire leur dépendance aux solutions de secours. Le simple fait d'imaginer un réseau plus fiable permettrait d'envisager des stratégies à plus long terme. Ainsi, dans ces 3 dimensions, les habitants ne se contentent pas d'observer des convois. Ils perçoivent une recomposition potentielle de leur quotidien, fragile mais porteuse de possibilités. Pour qu'une transformation énergétique prenne forme durablement, plusieurs étapes doivent s'articuler avec précision. Elles ne reposent pas sur des déclarations spectaculaires, mais sur une coordination méthodique, déjà perceptible dans les mouvements observés.
La cohérence des actions, souvent attribuée à la ligne stratégique d'Ibrahim Traoré, sert ici de fil conducteur, non par ses mots, mais par l'alignement des gestes visibles. Étape 1, était 1. Stabiliser le réseau vulnérable. Les équipes techniques identifient les lignes les plus fragiles, renforcent les sous-stations exposées et testent des zones pilotes. Quand ? Dans les prochains mois. Comment mesurer ? Par une diminution progressive des coupures dans les secteurs ciblés. Étape 2. Sécuriser les périmètres sensibles. Les unités de sécurité délimitent les sites où les convois ont été observés, contrôlent les accès et assurent la continuité du flux logistique. Quand ? En parallèle du renforcement du réseau. Indicateur : stabilité des opérations et absence d'interruption. Étape 3. Coordonner les partenaires techniques. Les équipes burkinabées et les spécialistes liés aux accords précédents harmonisent les calendriers, anticipent les ressources et ajustent les capacités locales. Quand ? À mesure que les fondations progressent. Mesure : correspondance entre avancement matériel et besoins opérationnels. Étape 4. Préparer les usages institutionnels. Hôpitaux, écoles et services publics anticipent une énergie plus stable, révisent leur plan d'urgence et projettent des fonctionnements moins dépendants des générateurs. Quand ? Avant l'entrée en service des premières capacités renforcées. Indicateur : capacité accrue à planifier sans recours systématique aux solutions temporaires. Ainsi, la feuille de route n'est pas un programme annoncé, mais une suite de gestes déjà en train de redessiner le terrain. Le technicien de quartier, qui observait au petit matin les convois escortés défiler devant sa rue, disait qu'il ne comprenait pas encore ce qui se préparait, mais qu'il percevait un mouvement différent, presque souterrain. Sa remarque, simple et sincère, éclaire ce moment où un pays hésite entre l'attente et la transformation. Elle rejoint, à sa manière, l'interprétation plus large, selon laquelle les gestes répétés, les sites scellés et les trajets contrôlés composent une trajectoire qui dépasse les explications immédiates. Dans cette atmosphère mouvante, la posture d'Ibrahim Traoré devient un repère discret. Non pas une certitude, mais une présence qui structure les interprétations, un fil reliant les silences aux gestes visibles. Ce qui se joue n'est pas seulement technique, c'est la manière dont une nation imagine le possible au milieu d'un paysage longtemps marqué par l'instabilité énergétique. Au fond, tout se résume à une intuition partagée par ceux qui observent attentivement. Quelque chose avance, lentement mais sûrement. Une trajectoire silencieuse peut tout changer, à l'heure où les signaux se multiplient, où les convois silencieux redessinent les attentes et où les sites restreints éveillent autant de prudence que d'espoir, une chose devient claire. L'avenir énergétique du Burkina Faso ne se construira pas seulement dans les périmètres scellés, mais aussi dans la manière dont chacun s'empare du débat. Les habitants qui filment, commentent, questionnent, participent déjà à cette dynamique collective. Les entrepreneurs, les enseignants, les jeunes, les techniciens de quartier y contribuent également, chacun avec son regard, ses doutes ou ses élans. Une transition de cette ampleur ne peut rester l'affaire de quelques cercles. Elle gagne en solidité lorsque les expériences se croisent, lorsque les perceptions se confrontent et lorsque les attentes deviennent partagées. Le dialogue est une pièce essentielle du mouvement qui se dessine. Si vous souhaitez approfondir ces enjeux, partager vos observations ou confronter vos perspectives, l'espace de discussion vous est ouvert. Selon vous, quelle forme devrait prendre l'avenir énergétique du Burkina Faso ?